puis pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, sur les mots, on entend souvent parler d'écosystème à tort et à travers. Or, un écosystème, c'est bien autre chose. Alors, un vrai écosystème, par exemple, c'est ce qu'on appelle les forêts climatiques. C'est la forêt quasiment avant que les êtres humains soient sur Terre. Et c'est une forêt stabilisée au point de vue écologique, d'abord, ayant des relations dynamiques, équilibrées, consolidées entre le climat, le sol et les différents organismes, les insectes, les champignons, les bactéries, tout ce qu'on veut, à l'abri des influences humaines susceptibles de modifier les lois qui règlent tous les processus vitaux qui sont dans la nature et qui sont en particulier dans la forêt. Voilà, ça c'est un peu pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit quand on parle de forêts, des forêts actuelles, les forêts anciennes et les forêts vieilles. Les forêts climatiques et anciennes, c'est des forêts où les arbres, comme par exemple la réserve de la Massane, où les arbres et tous les êtres peuvent faire un cycle complet de la vie à la mort. Et donc, avec voilà, la forêt telle qu'elle était, cette forêt climatique, on peut l'imaginer, c'était une forêt avec des arbres très très vieux, des trouées avec des semis, des petits arbres issus des grands, des arbres de taille moyenne, des broussailles. C'était un peu fourre-tout, mais très résilient et en équilibre, parce que tous les êtres vivants peuvent y vivre totalement leur cycle de vie. Alors bon, la forêt, elle existe depuis très longtemps. Le début donc de la forêt, c'est à l'époque paléozoïque, 350 millions d'années. Ça nous rajeunit. Voilà. Et surtout au Mésozoïque, c'est-à-dire à l'époque secondaire, non, je dis paléozoïque, c'est l'époque primaire, on a surtout des arbres qui sont des gymnospermes, c'est-à-dire les premiers arrivés sur Terre qui correspondent aux résineux de nos forêts actuelles. Mais parmi les plus anciens de ces arbres-là, il y a le Ginkgo biloba, qui est quasiment une relique de cette période. Et ce Ginkgo biloba, il peut vivre 3000 ans, c'est important. Et les plus anciens qui existent sont en Chine du Sud. Il y en a une centaine qui ont plus de 1000 ans chacun. Voilà. Donc, la forêt, c'est ça aussi. Voilà. Je vais parler de la forêt, mais c'est aussi pour sortir des mythes et des idées un peu trop souvent reçues et propagées concernant la forêt. Alors les angiospermes, par exemple, c'est tous les végétaux qui ont des fleurs, voilà, et qui sont équipés de cellules spécialisées pour le transport de la sève. Et donc eux, ils sont apparus bien après, en gros 140 millions d'années. Vous voyez, on passe 350 millions d'années, 140 millions d'années. Voilà. Et l'homme, lui, il apparaît bien sûr beaucoup plus tard. Voilà. L'Homo sapiens, il apparaît 3,3 millions d'années, après selon les études, au paléolithique. Voilà. Et au départ, bon, la forêt, ils en font partie, carrément, quoi. Ils sont chasseurs-cueilleurs, mais ils font partie de la faune de la forêt et s'y intègrent totalement. Donc, ces hommes-là, bien sûr, ils vont évoluer, ils vont arriver à l'Homo sapiens, et on va pouvoir constater un peu partout les premiers signes de déforestation qui apparaissent en gros 4000 ans avant notre ère, et qui avaient commencé à apparaître 6000 ans au moment où l'homme était capable d'utiliser et de produire le feu. Donc, la pratique des déforestations va se développer à ce moment-là, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il en reste encore des traces importantes. Quand, par exemple, on va au Pays Basque et qu'on voit toutes les zones d'altitude qui sont des estives, des prés, eh bien, on y trouve des cromlechs qui étaient comment on appelle ça, les sépultures de l'époque. Donc, de même, dans les Alpes du Sud, dans le massif du Mercantour, voilà. Donc, effectivement, dès cette période-là, l'homme va détruire la forêt, va se faire de la place,
Et encore, ce ne sont que des éleveurs, puisque à peu près 100 000 ans avant notre ère, au Mésolithique, on voit apparaître l'agriculture et le développement, donc au Néolithique, soit 4000 ans de ces signes de déforestation importants. Voilà. Bon, les hommes ne sont pas très nombreux, donc ça reste quand même, voilà, il reste quand même des massifs forestiers très importants qui représentent plus de 80% de la surface quand même. Les deuxièmes déforestations, elles apparaissent au moment de l'âge des métaux, l'âge du cuivre, 2000 ans, puis l'âge du bronze, qui est du cuivre et de l'étain, comme chacun le sait, soit 1600 à 1400 ans avant notre ère, jusqu'à 800 ans. Bon, effectivement, pour produire les métaux, il faut du bois, et même du charbon de bois, donc déjà apparaissent les connaissances en matière de fabrication du charbon de bois. Et tout ça va changer quand même de manière très importante à l'âge du fer, en gros 1200 ans avant notre ère. Donc je vous parle de tout ça parce que ça concernait directement la forêt, et c'est aussi pour ça que la forêt elle est ce qu'elle est actuellement. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'au début, à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, le bois est la seule source d'énergie. Voilà. Et donc ça c'est important à savoir parce que pour les hommes à l'époque, le bois c'est primordial. Pour certains ils disent que le bois c'est plus important que le pain. Ce qui est vrai parce qu'on ne peut pas vivre en montagne sans pouvoir se chauffer. C'est fondamental. Mais le bois il sert aussi à plein d'autres choses, à construire les maisons, les baraques, etc. Et donc s'établit au niveau des forêts, donc qui sont souvent des espaces libres pour l'usage, même si c'est des seigneurs ou autres qui en ont pris la propriété. Donc il y a des droits, droit de pâturage, droit d'affouage pour le bois de chauffage, et puis le droit aussi d'avoir du bois pour construire, réparer les maisons, etc. Voilà. En ce qui concerne donc les métaux, la plus grosse période de mise en œuvre des métaux, c'est la période romaine principalement. Voilà. Puis ça a périclité un peu au Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, et ça a repris ensuite. Mais il faut savoir que durant le Moyen-Âge, il y a eu des périodes avec des grandes maladies, des grandes pestes et autres, qui faisaient que la population pouvait descendre de moitié d'un coup, et les espaces qui avaient été défrichés ou d'autres reprenaient leur place. Voilà. Et donc, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, bon, l'action des hommes sur la forêt est quand même limitée, mais c'est à partir de cette époque-là que, effectivement, va se produire des conflits importants entre les gens du pays qui ont des droits d'affouage, de pâturage et de marronnage, c'est-à-dire l'utilisation du bois pour les charpentes, pour leurs maisons, et puis les gens qui vont faire de la métallurgie. Voilà. Et donc cette métallurgie, alors elle est surtout dans les bas fourneaux, les forges à la catalane, on a souvent entendu parler. Donc pour faire marcher une forge, les premières forges sont d'abord dans les forêts, c'est les forges à bras. Donc une fois qu'elles ont utilisé toute la masse forestière qui est autour d'elles, elles se déplacent dans un endroit autre où il y a de la forêt. Et puis, à partir du XIIIe, XIVe siècle, elles s'installent au bord des rivières pour profiter de la force hydraulique. Voilà. Pour les marteaux hydrauliques, les martinets et le mail, qui est le marteau important, qui va servir à traiter la masse de minerai. Bon. Donc, il leur faut beaucoup de bois à ces forges. Une forge, c'est en gros 5000 stères de bois par an. Voilà. Et à l'époque, il faut savoir qu'ils ne sont pas les seuls à utiliser le bois. Des villes comme Montpellier, au XVIe siècle, il lui fallait 25 000 stères de bois par an. Bon, Carcassonne, 9 000 stères. Ça dépendait de l'importance des villes. Mais tout ça, c'est pris sur la forêt. Et donc, il y a ensuite, en plus, des autres productions. Alors, on a les verreries. Les verreries consomment aussi à peu près la même quantité de bois que les forges.
mais elles ont à la fois un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'elles peuvent s'installer à peu près n'importe où. Elles n'ont pas besoin de charbon de bois. Donc, il suffit qu'il y ait du bois. Et elles utilisent tous les bois, que ce soit des bois de futaie, des bois de taillis. Alors, je précise une parenthèse, le taillis consiste à couper les arbres quand ils sont affûtés et de recueillir tous les 20 ou 30 ans ou 15 ans les rejets qui partent de ces couches. Voilà. Donc ce traitement, justement pour le charbon de bois et pour avoir de ce genre de bois, était très important pour le charbonnage, pour faire les meules de charbon de bois et pour les forges. Mais les verreries, elles n'en ayant pas besoin, elles s'installaient où ça les arrangeait, souvent loin des habitations pour ne pas être directement en concurrence avec les habitants qui avaient besoin de bois de chauffage et qui n'étaient pas très contents de leur installation. Donc voilà, et dès qu'elles avaient fini d'utiliser tout le bois qui les entourait, ben, elles partaient un peu plus loin, et ainsi de suite. Mais s'il n'y avait eu que ça, c'était peut-être pas mal, mais il y en avait d'autres aussi qui voulaient du bois. Les poteries, les fours à chaud, qui étaient aussi d'importants consommateurs, les tuileries, et puis des fabrications plus, comment on pourrait dire, plus différentes, comme les sabots et les peignes. Et donc, il y a eu des conflits d'abord entre ces gens qui prenaient énormément de bois. Par exemple, à Sainte-Colombe-sur-Guette, dans l'Aude, que vous connaissez peut-être, il y avait une forge et une usine de peigne. Et donc, les gens qui avaient l'usine de peigne se plaignaient que les gens de la forge charbonnaient tout, y compris le buis qui servait à fabriquer les peignes. Déjà, donc ça fait des procès, hein, donc on connaît l'histoire de ces problèmes-là. Par exemple, à Montlouis, en Cerdagne, il y avait c'était comment on peut dire, le directeur du fort de Sals, enfin, au niveau militaire, je ne sais pas à quoi ça correspond, qui était aussi un propriétaire riche, et il voulait installer 3 forges autour de Montlouis. Et donc il y a eu des pétitions des habitants pour dire non, c'est pas possible, 3 forges, en 5 ans il n'y aura plus de bois autour de Montlouis et nous on ne pourra pas se chauffer. Voilà. Donc les conflits commencent à exister, surtout à partir du XVIe, XVIIe siècle. Les derniers aussi à utiliser le bois de manière importante, c'est la marine royale. Alors la marine royale, évidemment, il faut des bois pour les mâts. Et dans les Pyrénées, donc, il y a eu ce qu'on appelle les chemins de la mâture. Et ce n'était pas donc les eaux et forêts qui pouvaient gérer ces exploitations, qui étaient des grands chantiers en montagne. Les gens qui travaillaient étaient des gens qui étaient requis, c'était la corvée. Ils y travaillaient gratuitement, bien sûr, pour la corvée durant l'Ancien Régime, pendant plusieurs mois. Ils habitaient sur place, et après ils retournaient faire leurs héritages, comme on dit. Mais ça a produit une déforestation importante. Toutes les forêts d'altitude qui étaient en sapin, pétinés, ont été dégradées, annihilées quasiment, parce que pour un arbre qui pouvait servir à faire un mât, il fallait en couper 4 ou 5 de plus. Voilà. Et ces bois étaient ensuite descendus par lançage, et puis dans les rivières qui étaient aménagées justement par les eaux et forêts pour le transport par les eaux des bois. Et ces bois étaient ensuite amenés dans des ports de certaines villes, comme Quillan par exemple, hein, puis il y en a plein d'autres, où il y avait des ports et on faisait des radeaux avec ces bois pour les amener. Ensuite, c'était des radeleurs qui les faisaient suivre le long des fleuves pour arriver jusqu'à Bayonne ou à Sète, plutôt à Narbonne, hein, par l'Aude ou par les rivières qui allaient vers l'océan, vers les endroits où ils étaient portés par des bateaux qui s'appelaient des flûtes, jusqu'aux arsenaux où on les transformait en navires. Mais non seulement il fallait les sapins d'altitude, mais il fallait aussi du chêne, bien sûr, les chênes des plaines de l'Adour pour construire les bateaux, et éventuellement d'autres bois. Le hêtre est traité souvent en taillis pour produire du charbon de bois pour les forges, parce que
les bateaux, il faut les armer, bien sûr, de canons et puis de boulets aussi. Alors, c'est en fait à l'époque de Colbert et de Choiseul que ces forêts-là ont été, dans les Pyrénées, les plus sollicitées et détruites. Bon, ce qui veut dire aussi que quand on regarde les forêts là maintenant, surtout en altitude, on constate, bon, d'abord il y a eu des reboisements, mais j'en parlerai plus tard, mais la nature est quand même capable de se régénérer et de rebondir elle-même, à condition de ne pas trop non plus en abuser, évidemment. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que à partir du XVIIe siècle, il y avait aussi des hauts fourneaux qui fonctionnaient au charbon de bois. Alors ces hauts fourneaux à l'époque ne produisaient que des objets moulés, parce qu'ils ne savaient fabriquer que de la fonte. On ne savait pas encore retransformer la fonte, la décarburer pour en faire de l'acier. Alors que dans les bas fourneaux, on produisait directement du fer fort, qui était l'équivalent de l'acier, et qui pouvait servir dans d'autres entreprises qu'on appelait les taillanderies. Les taillanderies, c'était des endroits où on fabriquait tous les outils agricoles, et il fallait aussi, bien sûr, du charbon de bois et de bois pour réchauffer les pièces, et tout ça, pour après les transformer à l'aide des martinets, qui étaient des marteaux plus légers que les marteaux des forges, pour en faire des objets agricoles. Alors, il y a encore dans certaines régions, notamment dans le Jura, une taillanderie très intéressante à visiter, et rien que pour les fourches ou certaines haches, il y avait 40 exemplaires de fourches différentes selon les clients. Ce qui est loin d'être le cas maintenant quand on va acheter un outil, bien sûr, mais c'est un peu plus pauvre. Voilà. Voilà. Comment on va faire ça avec Comment on va nous faire ça avec Donc voilà, à la fin, alors bien sûr, à la fin de l'Ancien Régime, le service des eaux et forêts, parce que le service des eaux et forêts avait été exclu des chemins de la nature, des champs qui étaient la marine nationale, qui s'était octroyé directement le pouvoir de prendre les bois. Et en fait, c'était Louis XIV qui avait décidé ça au départ, parce qu'il fallait faire la guerre, et on était passé quand même de, je crois, une vingtaine de frégates à plus de 80 navires de guerre. Donc, navires de guerre, c'est au moins 2000 arbres utilisés. Donc, à la fin de l'Ancien Régime, on se dit il faut faire quelque chose. Les forestiers s'aperçoivent qu'il y a quand même un problème. Parce que la surface forestière qui reste, elle est de 17% de la surface, notamment dans le sud de la France, dans nos départements. Alors que 200 ans plus tôt, elle était en gros de 37 à 40%. Donc on voit bien qu'il y a un gros problème. Voilà. Donc c'est là qu'a été créé le service de restauration des forêts et des sols en montagne. Voilà. Et il y a des plaines de vallées. La vallée du Tech, la vallée de la Tête ont été reboisées, commencé à reboiser à cette période-là, et ça a duré jusque dans les années 50. Voilà, quand même. Et puis actuellement, le service RTM existe toujours, mais les reboisements ne se font plus de manière aussi violente. Et puis j'ai oublié de vous dire par rapport justement aux fourneaux, ça servait à faire des boulets et des pièces d'artillerie, mais en fait c'est un Anglais qui s'appelait Darby qui a trouvé le système pour transformer la fonte en acier. Et donc dans les années 1860, ça a terminé d'arrêter toutes les forges des bas fourneaux, qui étaient quand même un nombre important. Alors ça, je ne vous l'ai pas dit, ça m'a pas sorti de la tête, mais il y avait au moins 200 forges entre, par exemple, l'Ariège et ce qui est maintenant l'Ariège et les Pyrénées-Orientales. Voilà. Vous comptez ça par 5000 stères par an, et vous avez un petit peu de... C'est par forge, 5000 stères par forge. Oui, 5000 stères par forge. Alors qu'elle ne fonctionnait que quelques mois dans l'année. Le climat n'était pas ce qu'il est actuellement, et donc il y avait des périodes d'étiage en hiver, et puis en été,
où les forges étaient obligées de s'arrêter. Comme tout était construit en bois, y compris les canaux pour amener l'eau au roi à Aube, donc, et le roi à Aube aussi, donc il y avait beaucoup de réparations à faire souvent, c'est arrêté. Voilà. Et puis les gens qui y travaillaient étaient aussi souvent des paysans, donc voilà, ils avaient du temps pour s'occuper aussi de leurs affaires. Donc voilà, alors la restauration se fait, c'est quand même des travaux importants, et l'exemple le plus, peut-être le plus marquant, le plus intéressant, c'est celui du Mont Aigoual, qui au XVIIIe siècle a été reboisé par Georges Fabre, qui était ingénieur forestier, et Charles Flarot, botaniste. Tout le monde connaît l'association Charles Flarot, bien sûr, donc c'est pas lui qui l'a créé. Voilà. Et donc, cette montagne était complètement pelée. Alors, le Mont Aigoual, il faut le situer, c'est au nord un peu des Cévennes. C'est l'endroit où il y a le plus de précipitations en France. Il est à en gros 1550 mètres d'altitude. Et en 1850, 70% de la forêt était reconquis quand même, ce qui est quand même... Après, ça existe toujours, il y a un très bel arboretum à visiter là-haut. Et quoi dire de plus oui, alors pourquoi ça a été reboisé et pourquoi il a eu des fonds pour reboiser? Parce que le Mont Aigoual étant à la fois à cheval sur le bassin méditerranéen pour ce qui est l'écoulement des eaux et sur la partie océanique, donc les eaux qui vont retrouver la Garonne, on s'était aperçu que le port de Bordeaux était largement ensablé, ce qui coûtait très cher pour le draguer. Et donc ils avaient convaincu et démontré que effectivement c'était l'érosion due au déboisement du Mont Aigoual qui apportait tous ces matériaux voilà, dans les rivières. Voilà. Et le reboisement du Mont Aigoual, c'est quand même important aussi à savoir, a été réalisé en accord et avec la population locale. Ce qui n'a pas toujours été le cas partout, bien sûr. Voilà. Donc ça avait aussi entraîné, et ça a fonctionné quand même assez longtemps, jusque dans les années 60, donc pour l'ONF, et ça je parlerai de l'ONF après, des récoltes de graines. Donc par exemple les cônes de sapin se délitent sur l'arbre, sur les branches. Et donc si on veut récolter des graines, il faut des gens qui montent sur les arbres et qui récoltent les cônes. Après, ces cônes, ils sont mis dans des sécheries, et donc à cette époque-là, partout au pied des forêts, le service des RTM avait des sécheries, la sécherie de la Cabanas, il y en avait une aussi à Espezet, il y en avait d'autres un peu partout, et puis en bas de chaque vallée, il y avait une pépinière du RTM. Voilà. On ne le trouve plus, il n'y en a presque plus, mais il y a encore un seul endroit dans l'Ariège, vers Marcq, où il y a encore les vestiges et la maison forestière de l'ancienne pépinière du RTM. C'est intéressant à voir.